ne sais pas, du point de vue d'une femme. En tout cas, ce qui frappe, c'est que Drude est un très bel homme dont on peut voir l'évolution. Danoud, c'était un homme assez banal physiquement. À la fin, bon, il y a ce côté un peu luciférien, ce côté un peu diabolique qui sort un peu de Gilles de Rais à la pastachouta, mais enfin, il s'en moquait le premier. Mais au début, mais il avait un énorme pouvoir de séduction. Les témoignages sont infinis, qui lui venait d'une chose. Je parle d'un maniaque sensuel ou quelque chose, mais pas d'un maniaque sexuel. C'est-à-dire, il a un goût constant, et ça c'est vraiment obsessif chez lui, de la parure, de la mise en scène, donc de l'écriture érotique, de la présence, du luxe de ce point de vue-là, luxe et volupté. Et ce n'est pas un substitut, hein, parce que ça l'excite, et ça l'excite au sens premier du terme. Donc ce n'est pas que l'apparat prend la place de la réalité. La réalité est très réelle. Jusqu'à la fin de sa vie, même si mélangée à la fin des drogues un peu domestiques faites par son pharmacien de Gardon, on se demande vraiment où il allait sortir. Et donc, il aimait beaucoup l'aspect physique des choses, beaucoup plus que le reste, d'ailleurs, la nature secrète des personnes. Mais il avait besoin, autour de cela, d'une grande mise en scène qu'on retrouve d'ailleurs dans son théâtre. Drieux a joué énormément de son charme. Et c'est vrai qu'on comprend très bien la façon dont il a pu avoir de multiples succès. Mais en ce qui concerne Danuzio, enfin une chose qui m'a pas mal attristé, c'est que vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est qu'il sentait très mauvais. Non, il paraît qu'il avait, alors qu'il avait un goût des parfums, avec des parfums, à tel point qu'il en a inventé quelques-uns, et on a essayé de les reprendre récemment, les recettes. Mais il paraît qu'il y avait ce fumet qui l'accompagnait et qui avait un appât certain chez certaines personnes, on peut dire. Mais, chacun son goût, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire. Oui. Mais enfin, disons qu'il y a alors il y a effectivement des gens qui ont toutes les chances parce que ils sont beaux, ils séduisent immédiatement. Mais au fond, ça n'est pas tellement étonnant. Malgré l'aspect un peu, enfin vous dites un peu insignifiant, à la limite, il aurait pu habiller comme un petit fonctionnaire, il n'aurait pas frappé beaucoup. Oui, c'est la puissance de la vitalité. Enfin, c'est très clair, enfin, là aussi je ne vais pas être dans le politiquement correct, que les femmes sont extrêmement sensibles à une espèce de puissance vitale chez les hommes. C'est pour ça qu'on leur reproche aussi d'aimer les hommes de pouvoir aussi, enfin, de très facilement céder au prestige et du pouvoir et de l'argent d'ailleurs. Mais ça peut être beaucoup plus sain et direct, c'est-à-dire que les gens qui ont la réputation d'être laids peuvent avoir multiplié les conquêtes. Enfin, c'est le cas dans un passé récent de Gainsbourg. Enfin, bon, je ne sais pas, dans les grands séducteurs. Enfin, il y avait Vadim, par exemple, qui était un des grands séducteurs à l'époque de ma jeunesse. Mais Vadim était très beau, avait beaucoup de charme. On comprend très bien pourquoi Brigitte Bardot tombait dans ses bras. Mais Gainsbourg, c'était vraiment le talent. Et puis, cette espèce de force créatrice que les femmes pouvaient sentir en lui. Donc, il y a là, quelque chose qui est effectivement très important à distinguer. Mais alors, une chose qui me paraît extrêmement importante aussi, c'est de voir comment Drieux a cherché à se dépouiller, enfin dépouille ses héros de son charme physique et de sa capacité de séduction immédiate. Dans les derniers romans, Les Chiens de paille, le héros est une espèce de vieux légionnaire engagé qui a un physique tout à fait enfin,
repoussant, ce serait trop dire, mais qui n'est pas favorisé par son physique, et il conserve quand même une forme une capacité de séduction. Le héros de Dirk Rasp, alors je voulais passer avant à L'homme à cheval. En fait, Reim est très beau, mais le narrateur, qui est le personnage central, qui est le personnage proche de Drieux, qui est celui qui raconte les faits et qui crée finalement l'homme d'action, enfin, est quelqu'un aussi qui est très laid et qui ne peut trouver satisfaction qu'au bordel. Mais il y a d'ailleurs une chose assez intéressante, c'est que là, c'est une chose qu'on peut promettre aux amateurs de Drieux. Je ferai une édition dans un temps qui va venir, là on en a parlé ensemble, de 2 chapitres inédits de L'homme à cheval. Et dans ces chapitres, là, Felipe arrive à séduire justement l'héroïne. Enfin, donc, et qui ont été retranchés. Qui ont été retranchés, que Drieux n'a pas voulu garder. Donc ça allait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il avait un héros qui était... qu'il avait réussi à débarrasser de sa séduction sur les femmes. Danútz, jusqu'à l'Esbrouf, n'a jamais douté de sa virilité, alors que le concept de valise vide, le concept d'être... Nous revenons toujours à ce thème de la virilité qui est très culpabilisant chez Drieux. Et c'est ça. Alors, il y a cette espèce d'obsession de l'impuissance chez Drieux. Oui. Alors ça, j'en parle dans mon livre, c'est très rigolo. Il y a une entrée. Il y a un bordel avec Aragon. Non? Oui, c'est les scènes de bordel avec Aragon, où Aragon le voit sortir portant une femme qui est accrochée, enfin il est debout, elle est accrochée à lui par son sexe, et Drieux crie à Aragon « Je suis impuissant », avec des accents de panique absolue. Enfin, oui. Bon, alors qu'il est en train de prouver le contraire. Et il y a aussi des choses très drôles dans L'homme couvert de femme. Enfin, il y a vraiment le héros, le Gilles de L'homme couvert de femme, a un échec avec sa charmante hôtesse. Enfin, il y a tout un marivaudage avec elle depuis le début du livre. Mais il ne faut pas oublier qu'il a séduit 2 ou 3 de ses invités dans l'espèce de petit manoir où tout ça se passe, qu'il est entre-temps allé à Paris, mais dans un court espace de 3 jours, qu'il a dragué une entraîneuse dans un bar avec qui il a couché, et qu'ensuite il est allé terminer sa soirée au bordel. Et puis dans la nuit, il a l'impression d'être impuissant parce qu'il est un peu au bout de ses moyens avec sa jolie hôtesse. Donc là, il y a manifestement quelque chose de caractériel chez Drieux. L'œuvre est vaste et elle touche tous les genres, mais elle n'est pas démesurée par rapport à la vérité. Il contrôlait beaucoup son travail. C'était un homme qui avait une assurance bétonnée, mais en même temps une grande maîtrise de sa capacité de travail et élément peut-être psychanalytique intéressant, alors que Fan et Muse sont les deux volets de sa production, donc l'œuvre et la femme. Pour écrire, il doit s'éloigner des femmes le plus souvent parce qu'il doit entrer dans une sorte de solitude monastique ou carcérale, loin. D'ailleurs, le jeûne intervient également dans cette chose. Donc, l'œuvre est très vraie. Il est vrai que l'œuvre est presque toujours inspirée par un rapport étroit avec une ou plusieurs muses. Donc, que ce soit la poésie, que ce soit le roman et que ce soit surtout le théâtre. Il y a ce que beaucoup ont considéré de la cruauté, aujourd'hui nous dirions peut-être du machisme, c'est-à-dire que quand il termine, quand il a tiré tout ce qu'il pouvait tirer d'une maîtresse, d'un amour et d'une œuvre, l'œuvre, l'amour et la maîtresse sont rejetés exactement comme une orange ou un citron pressé. Et si elle ne revenait pas à la charge, très souvent pour l'embêter, pour lui demander de l'argent, quelque chose, il les aurait complètement oubliés. Sauf un peu à la fin, dans le livre secret, justement, tout terme de secret qui revient est intéressant, qui est un peu atypique, parce que là,
lui qui n'a jamais aimé le passé, les notions, il revient sur des moments, des dates, et alors les femmes reviennent de cette sorte de brume, mais elles reviennent un moment à la faveur d'une image ou d'une anecdote, et elles disparaissent immédiatement après, avec peut-être l'exception de la 12 et la grande tragédienne rivale de Sarah Bernhardt, dont le buste voilé reste sur sa table de travail au Vittoriale jusqu'à la fin. Je me demande dans quelle mesure c'était pas également un truc d'écrivain, hein, pour que les gens passent, prennent note de cela, parce qu'il avait quand même, comme tout le monde, ses petites astuces jusqu'au bout. Donc je pense qu'il y avait une part de cela. Ceci dit, oui, c'est une grande vitalité qui cannibalise un peu les êtres qui rentrent dans ça. Et il a très peu de... Je ne pense pas qu'il ait vraiment précipité dans la perdition qui que ce soit dans la perdition économique, soit dans la folie, soit dans la névrose, mais c'était le moins apte à aider qui que ce soit autour de lui, y compris ses enfants, avaient ses problèmes. Son égoïsme, son narcissisme, son égocentrisme ne le lui permettait pas. Drieux, au contraire, a toujours été extrêmement gentil avec ses anciennes femmes. Enfin, une chose qui me frappe, c'est les qualités de cœur de Drieux par rapport à ses amis, même s'il peut en dire du mal dans un journal, mais qui est un journal secret, hein, enfin, qui n'a été d'ailleurs publié qu'après sa mort. Mais il était d'une extrême générosité avec ses amis, et les femmes, c'est pareil, c'est-à-dire que les femmes qu'il a vraiment aimées, qui ont compté dans sa vie, sont restées des amies jusqu'à la fin de sa vie, avec des services mutuels. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui fait basculer dans le passé les femmes qu'il a connues autrefois. Voilà. Maintenant, je pensais aussi un petit peu quand vous disiez qu'il n'avait pas, D'Annunzio ne souhaitait pas revoir ses vieilles maîtresses. Alors vous disiez aussi c'est parce qu'elles ont vieilli. Enfin, ça c'est évidemment un problème pour tous et pour les hommes aussi d'ailleurs. Mais aussi, il a eu quelques cas de maîtresses dont il n'arrivait pas à se décoller, qui le poursuivaient partout. Et là, il y a... Bien sûr, dans la mère de sa fille, et tout ça, oui. Alors, il a des faux fuyants. C'est ça. Donc, il y a le problème des femmes dont on n'arrive pas à se... Mais oui, non, il y a des histoires de fuite un peu à la Feydeau d'un côté parce que l'une arrive de l'autre. Enfin, même à Paris, il y a des passages un peu rigolos comme ça. Mais c'est pas l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est cette peur qu'il a. Avec les hommes, il est beaucoup plus à l'aise. Il est très généreux. Là, c'est très, très, très grande générosité. Mais très souvent, il ne veut plus les voir. Il ne veut plus les voir, surtout quand il commence à lui parler du passé. C'est ça. Alors que chez Drieux, il n'y a pas ça du tout. Enfin, Remarquez que Drieux meurt jeune. Alors, voilà, il y a ça aussi. Il y a une dimension dont il faut tenir compte. L'autre meurt à 75 ans, qui sont 90 ans d'aujourd'hui, grosso modo, voire plus. Donc, il n'en peut plus de gens qui lui disent « Tu te souviens ce que nous étions quand nous avions 20 ans ?» Il y en a marre, moi je veux encore vivre. Nous revenons à cette vitalité. Il ne veut pas user ses dernières forces à des soirées où on lui dit ce que nous avons été. Écoutez, moi j'ai 82 ans et il n'y a rien que je redoute plus que les vieux amis qui vont me parler de leur maladie pendant 2h30 quand je vais les voir. Et ce qui ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de compassion et de sympathie pour eux, mais enfin, c'est pas la peine d'en parler, ça n'apporte rien. J'avais pensé d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler, travailler aussi sur Céline, et puis je pensais travailler sur Gottfried Benn en Allemagne. Mais enfin, disons que les écrivains qui ont donné en France une image très forte de la guerre me passionnaient beaucoup. D'abord parce que donc moi je remonte très loin en arrière. Mon père a été engagé, avait exactement l'âge d'Ernst Jünger. Il a été engagé volontaire, grièvement blessé. Il est mort à 40 ans très brutalement d'un infarctus, probablement parce qu'il avait été très mal opéré sur le champ de bataille. Il avait perdu le bras droit, il avait été blessé en plus à la main gauche. Donc mon père avait fait partie
des héros de la guerre de 14. Il était couvert de décorations et il a été nommé à l'ordre de l'armée, ce qui est important, pas de la division ni du régiment. Donc pour moi, l'expérience de la Première Guerre mondiale est une expérience folle et très profonde, et donc je me suis intéressé aux écrivains qui en ont parlé et pour qui ça a été un choc décisif. Et donc c'est une espèce d'annonce de catastrophe. Bon, on sait très bien que c'est une guerre civile dans laquelle les grandes puissances européennes se sont lancées avec un aveuglement stupéfiant. Donc je crois qu'il y a vraiment une césure dans l'histoire de l'Europe avec la Première Guerre mondiale. C'est d'abord là qu'on a vu que la croyance dans le progrès matériel illimité relevait de la naïveté infantile, hein, parce que non seulement avec les avions on pouvait aller d'un endroit à l'autre, mais on pouvait envoyer des bombes sur ses ennemis, mais ça a rendu justement alors le courage pour des gens qui étaient très attachés au courage, d'Annunzio certainement comme Drieux, que le courage finit par ne plus rien signifier quand il s'agit seulement de rester des heures en attendant qu'une bombe tombe ou non, enfin une bombe, un obus tombe ou non sur la tranchée ou l'abri où vous vous trouvez. Donc il y a eu cette espèce de choc, et puis il y a eu l'espèce de massacre. Les civilisations ont été émasculées de leur jeunesse. Voilà. On parle toujours du chiffre de morts en France, qui est énorme, mais en plus, je crois, en tout cas j'ai lu, et c'est très difficile les statistiques, vous savez, mais enfin, ça compte quand même beaucoup, qu'il y aurait eu 27% des jeunes entre 18 et 35 ans qui ont été tués à la guerre, en 14-18. Donc un tiers presque de la jeunesse. Donc c'est quelque chose qui est terrifiant. Un pays dont la jeunesse n'est pas décimée. Hein. Décimée, ça veut dire qu'il y a un dixième qui est mort, et on trouve déjà que c'est affreux quand on décime une population, mais un tiers de gens. Et après, ces jeunes se sont retrouvés avec les vieux politiciens de la Troisième République qui ne voulaient pas bouger d'un pouce. Vous dites que ça a été d'ailleurs un des éléments qui ont créé les mouvements fascistes en Europe. On conçoit ça très bien. Et du coup, alors maintenant, il y a une espèce d'admiration bêlante pour la jeunesse. Enfin, je ne dis pas ça parce que je suis vieux, mais on comprend que les jeunes de l'après-guerre de 1918-19, il y a eu quand même une certaine hostilité aux vieux qui les avaient envoyés au casse-pipe avec une irresponsabilité totale. Et qui étaient prêts après à leur donner des médailles en chocolat et à pleurnicher sur leur sort. C'est un homme qui découvre la guerre à 50 ans, donc ce n'est pas du tout le cas de Drieux et même de Ernst Jünger. Ce n'est pas le cas d'un homme dont les premières expériences viriles, y compris la sexualité, coïncident avec le combat et les tranchées. C'est un homme qui a déjà tout vu et qui est revenu de tout et qui se lance avec une profonde cohérence, parce qu'il n'a pas toujours été belliciste, mais il a toujours été du côté, si l'on veut, de la jeune Europe pour la subversion de la vieille Europe, et c'est le moment dans lequel il faut en profiter. C'est la raison pour laquelle, par exemple, des expériences mineures de guerre, comme la guerre de Libye, ne l'avaient pas intéressé, parce que c'était des petites choses périphériques. Lui, il voulait le grand choc, le grand moment, il l'a vu arriver, il l'a prôné. Je dis dans mon livre, je crois sur la base d'une bonne documentation, qu'il n'a pas été, comme on l'a affirmé plus tard, l'instrument, enfin le devin de l'entrée ou le prophète de l'entrée en guerre de l'Italie. D'autres facteurs ont joué bien sûr, mais quand même du point de vue de la propagande, et surtout de la propagande en France, il l'a été. Donc c'est un belliciste décomplexé, convaincu en 14 comme en 18, ce qui est plus rare. Parce que d'autres, après 3 ans et demi, 4 ans et demi de guerre affreuse, ont changé d'avis. Pas lui. Pourquoi? Parce que, et
Et paradoxalement, en deuxième considération, on arrive justement au même résultat qu'avec Drieu et d'autres. Ceux qu'il voit revenir à la fin de la guerre, ce sont exactement ceux qu'il appelle les politicards, les vieux, les hommes d'avant. Alors, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est plutôt dans des pays qui ont perdu, d'où l'intérêt au moment de la Ligue des peuples opprimés, où il veut faire entrer les deux grands refusés du traité de Versailles. Il veut faire entrer la Russie bolchevique, il veut faire entrer l'Allemagne, qui a signé bien sûr, mais dont on sait après dans quel climat et dans quelles conditions. Donc il est dans une mouvance toujours permanente de subversion de l'ordre établi, tout en étant de l'autre côté assez conservateur, hein, parce que cette cohérence n'est pas vraiment une cohérence, disons, d'hommes qui a rompu complètement des têtes armées. Ce sont plutôt ceux des années 30. Lui veut composer, il a toujours voulu composer. Cet aspect de réalisme quand même prime chez lui. Mais la troisième considération qui me semble la plus importante, c'est qu'il comprend, et cela est quelque chose qui est très proche de jeunes auteurs à la sensibilité révélée par le conflit comme Jung et Drieu, il comprend que la Grande Guerre n'a rien résolu du tout. Et surtout que la paix et la grassa pace che avanza, la grasse paix qui avance, est une paix qui n'a pas de fondement. Donc de là vient dans les années 30 une certaine prise de distance, surtout quand il voit les dangers d'une nouvelle guerre, et nous arrivons après à sa mise en garde très nette à Mussolini vis-à-vis de Hitler. Parce qu'il voit dans le... Et ce n'est pas d'ailleurs un contenteur de la France, ça devient très à la vogue, très à la page dans l'Italie fasciste. C'est un lieu commun de dire la France est décadente, la France, les journaux publient constamment, c'est un peu ce qu'on trouve également dans ce discours du gouffre démographique qu'on faisait tout à l'heure. La campagne pour la natalité dans l'Italie fasciste est contre la démographie négative en France. Aujourd'hui, c'est l'inverse, mais bon, c'est autre chose. La campagne contre l'alcool, contre le tabac, le tabagisme, enfin tout ce que d'ailleurs on retrouvera à Vichy d'une certaine mesure. Lui, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a jamais cru à la décadence de la France. Il reste fortement convaincu. D'ailleurs, il a la chance de mourir. Je dis toujours qu'il y a des chances que certains auteurs ont non seulement peut-être de mourir avant une décadence concernant tous les individus absolus, non, personnels, de l'être qui se désagrège, mais lui devant deux choses qui auraient eu un impact énorme, surtout la deuxième pour lui. La première, c'était les lois raciales de 1938. Qu'en aurait-il pensé? Il n'a pas le moindre soupçon d'antisémitisme, il ne se pose même pas le problème. Et surtout, deuxième, la guerre avec la France en 1940. Qu'aurait-il pensé de la guerre des Alpes à ce moment-là, qui a été également la lacération de gens comme Marinetti ou comme Malaparte plus jeune. Donc, il ne croit pas que ce soit des bases. Et il commence à avoir peur d'une nouvelle guerre dont les enjeux lui sont complètement inconnus. Il est trop retranché du monde. C'est très intéressant, par exemple, l'entrevue avec Tchitcherine, le ministre des Affaires étrangères, le premier ministre des Affaires étrangères de la nouvelle Union soviétique, qui va le voir à Gardone. Et le rapport, le compte-rendu le long compte-rendu d'Hanout, c'est extrêmement décevant. Il devait avoir pris de ces drogues du pharmacien du coin parce qu'il écrit des choses malourussiennes qui n'ont qu'un sens commun, tout ça. Qu'il est là, il montre de ses yagatans, le met sur le cou de Tchitcherine et lui dit: vous voyez, monsieur le ministre, je pourrais vous couper la tête. Les 3-4 policiers de l'NKVD qui encadraient l'auraient déjà abattu, le petit Hanout, s'il avait osé faire ça. Non. Mais il y a un compte-rendu. Donc, je n'avais pas donné beaucoup d'importance à l'épisode. Jusqu'à ce que j'ai trouvé le compte-rendu que Tchitcherine a fait, après, en faisant étape à Berlin, à des diplomates allemands, dont Harry Kessler, qui
qui en parle dans son journal. Et Ariquest est généralement un témoin fiable. Je ne crois pas du tout qu'il y ait une volonté d'égarement. Je crois que c'est une collaboration à contre-cœur et qui relève d'une appréciation géopolitique fausse de la situation, mais qui était cette appréciation, celle que pouvaient faire 90% des gens à l'époque. Hein. C'est-à-dire que donc l'Allemagne était liée à la Russie par le pacte germano-soviétique. Les Anglais avaient une armée minuscule et ridicule qu'ils avaient. Heureusement, ils ont réussi à en replier une partie à Dunkerque. Les Américains étaient hors jeu. C'était difficile de penser que les Anglais allaient réussir à résister et que petit à petit, et puis que Hitler ferait la stupidité absolue d'attaquer Staline et que les Américains finiraient par intervenir. Donc il analyse une situation. Et là, Paulhan l'a très très bien jugé, hein, puisqu'il y a un propos privé de Paulhan, un ami, disant que si le triomphe américain doit durer 100 ans, Drieux a raison. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaye, comme on dit vulgairement, de sauver les meubles. Voilà. Donc si les Allemands sont là pour très longtemps, Drieux a parfaitement raison. S'ils vont être vaincus, il a tort. Et c'est un pari extraordinaire en juin 40 de dire que les Allemands vont être vaincus. Enfin, ils ont balayé tout le monde à toute allure partout. Ils sont liés par un pacte d'amitié avec les Russes et tout ce qui reste est l'Angleterre. Voilà. Et l'Angleterre, Drieux s'en méfie. Bon, il faut quand même bien rappeler que les Anglais ont été extrêmement courageux pendant le Blitz et quand ils ont réussi à mettre en échec l'aviation de Göring, mais ils n'avaient pas été très brillants avant, parce que les accords de Munich, c'est quand même Chamberlain qui a mené le jeu. Daladier a suivi, mais Drieux était fou furieux là, je cite là aussi des passages où il écrit une lettre ouverte à Daladier dans son journal. Vous êtes revenu couvert de notre honte. Donc, et il y avait tout de suite avant aussi des articles. Nous réclamons l'infanterie anglaise. Donc, il pensait que les Anglais allaient être balayés, qu'ils n'avaient pas assez d'avions et que. Finalement, ce qui les a sauvés, c'est que c'était une île, mais ça a été, si je peux dire, moins une, hein, parce que si les pilotes anglais n'avaient pas été héroïques et n'avaient pas réussi à garder le contrôle aérien, les Allemands auraient fait un débarquement, ils n'auraient fait qu'une bouchée de la petite armée anglaise. Hein, voilà. Alors ils auraient été devant une résistance, mais de partisans. Voilà. Mais effectivement, tout avait failli être balayé. Et Drieux raconte, c'est très pathétique, il se retrouve à un déjeuner ou un dîner à l'ambassade d'Allemagne avec un aviateur aussi couvert de décorations militaires, et comme ancien combattant, et là, il se sent absolument honteux. Et, bon, il témoigne du fait qu'il y a eu des Français qui ont été courageux, mais les Français viennent d'être battus à plat de couture. Hitler a voulu faire signer la capitulation des Français à Rotonde pour renverser ce qui s'était passé au moment de la capitulation allemande de 18. Et donc il dit, voilà, ils ont gagné, ils nous font passer sous le joug, le coup est régulier. C'est le Vevictis de Vercingétorix, de vieilles. On ne va pas ressortir pas de Vercingétorix, de Brennus, pardon, excusez-moi, c'est la distraction du halage sur les vieux mythes, les vieux récits des rapports entre Rome et les Gaulois autrefois. Voilà.
J'ai toujours considéré que, très souvent dans les biographies de D'Annunzio, les sous-titres, poète, séducteur, on devrait supprimer la virgule, parce que c'est un bloc. Il est poète, séducteur, homme d'action et tout ça. Cependant, il est vrai que la grande phase de l'action, il y a quand même une phase de l'action qui coïncide, son désir d'action coïncide avec les circonstances de l'action dans l'histoire européenne. Donc c'est la phase de 14, 18, 19, si on veut arriver à Fiume, est une phase où l'œuvre souffre, l'œuvre pâlit parce que quand même la journée a 24 heures et si on est un vrai soldat, ce qu'il a été, j'insiste, ce qu'il a été. Alors on a beaucoup critiqué le fait qu'il logeait au Danieli à Venise entre deux batailles. Bon, ce n'était pas l'homme de la constance de la tranchée et il voulait avoir son repos du guerrier. Mais à côté de cela, c'était un guerrier. Et Fiume, c'est encore plus impressionnant parce que cet homme est en caserné 12-14 heures à son bureau de travail, il doit s'occuper de ravitaillement, il doit s'occuper, c'est quand même une ville de 100 000 habitants, avec ce qu'elle a autour. L'agglomération. L'agglomération, ça fait 100 000 habitants, c'est pas rien. Donc, et finalement, la vie a continué, grosso modo, plutôt bien, avec des difficultés, mais disons physiologiques. Et c'est intéressant que l'œuvre reprend le dessus dans la dernière phase, dans les 17 ans d'exil intérieur, pourrait-on dire, au Vittoriale, où quand même, je consacre une partie, disons une quatrième partie. J'avais pensé, comme d'autres l'ont fait avant moi, de faire un dernier chapitre pour ces 17 ans sans grands événements. Et puis j'ai trouvé qu'il y a une dignité de cette phase qui méritait qu'elle soit mise sur le même plan, disons, donc une quatrième partie que j'appelais l'agonisante, qui n'est pas un chapitre, parce que quand même, il fait des choses. Mis à part l'aménagement du Vittoriale, et dont on peut discuter, mais bon, mais quand même, il parraine des éditions d'œuvres complètes, je parlais tout à l'heure de Monteverdi et tout ça, des restaurations de monuments, enfin, il a des idées, et puis quand même, il rajoute une dernière pierre à son édifice d'œuvres avec ce livre secret, qui serait un peu ses mémoires d'outre-tombe, s'il croyait à la revisitation du passé. Donc il le fait par flash, mais c'est comme d'ailleurs la fin des mémoires d'outre-tombe, une interrogation sur l'avenir. Pour moi, la littérature, ce n'est pas un métier, c'est comme un vice ou un sport mortel. Donc il y a une addiction à la littérature et il s'engage dans la littérature comme sur le champ de bataille. C'est là que je disais qu'il était exaspéré par les intellectuels de son temps qui étaient prêts à dire n'importe quoi. Le fait que Breton ait pu dire le premier acte surréaliste, c'est de descendre dans la rue avec un revolver et de tirer dans le tas, il devait considérer que ça, ou bien c'était le geste d'un fou, ou bien la débilité mentale. Et c'est vrai que maintenant, comme on voit que ça se passe à de multiples reprises, donc nous avons beaucoup de surréalistes en Amérique avec les lois sur les armes, ou en Norvège avec l'exalté nationaliste. Donc, ou la même chose. Enfin là, peut-être qu'il pensait ça sérieusement. Quand Aragon disait qu'il nous faut le GPO en France, vous savez, la fameuse police politique, on dit plutôt, moi j'avais toujours entendu dire, mais ça c'est les translittérations des mots en russe, la GPU, comme on dit la Tchéka, pour les polices secrètes. Donc quelqu'un qui réclame d'urgence une police politique massacreuse comme la GPU de Staline, ou bien alors il est extrêmement dangereux, ou bien c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Voilà. Donc c'est ce côté d'irresponsabilité de beaucoup d'intellectuels français, de ses contemporains, est quelque chose qu'il ne supporte pas. Pour lui, sa parole l'engage. Et il y a des choses très fortes sur Malraux,
où il dit M, mais on voit bien qui c'est, s'ils se trouvent en face de Malraux dans une vraie guerre civile, eh ben ils devront se tirer dessus. Donc il y a cette idée que la parole engage et que c'est une grande vocation vraie et douloureuse. Et enfin, je dis ça par référence non pas à la littérature, mais à la peinture. Parce qu'on a redit tout à l'heure que Drieux, qui ne connaissait rien à la musique, était un très bon connaisseur de peinture et que la peinture le fascinait, il aurait aimé être peintre. C'est Mémoires de Dirk Rasp. Mémoires de Dirk Rasp, c'est d'une certaine façon le roman d'une vocation, puisque c'est une fausse vie de Van Gogh. Avec une première partie qui est inspirée non pas de la vie de Van Gogh, mais d'une expérience de Drieux en Angleterre. Je parlais tout à l'heure de la façon dont il regardait de très près les grandes peintures des grands musées anglais. Enfin, il aime beaucoup Turner, par exemple, et pas seulement les pré-raphaélites. Et donc, on voit comment quelqu'un qui veut, au fond, faire son salut. Van Gogh, d'ailleurs, a une dimension religieuse. Il dit que dans toute grande peinture, il y a un moment donné, on trouve Dieu derrière, enfin, dans sa correspondance. Hein. Il avait un petit tome de choix de correspondance avec son frère Théo, qui lui a servi pour construire son roman. Et le héros est entre deux vocations possibles, la création et la sainteté. Voilà. Et il va finalement opter pour la création artistique. Et donc là, il faut prendre ça aussi comme une parabole de Drieux écrivain. Quand il parle, il se projette dans son personnage, qui a d'ailleurs ses propres initiales, hein, DR, Dirk Rasp, Drieux La Rochelle. C'est la dureté et l'authenticité d'une vraie vocation d'artiste qui cherche à nous faire comprendre. Et c'est là qu'on voit tout le sérieux que Drieux apportait à sa alors j'allais dire sa vocation littéraire. Alors on ne peut même pas le dire parce que Drieux est tellement un homme qui se massacre lui-même, qui se reproche toujours d'avoir pas eu la grâce divine, mais la grâce aussi du grand écrivain. Voilà. Il a l'impression que il y a des gens qui sont touchés par la grâce. Van Gogh touché par la grâce du génie, et lui ne l'est pas. Mais justement, les deux courbes sont en train de se rejoindre quand il écrit les mémoires de Dirk Rasp. D'Annunzio a toujours été une présence que j'ai, à mon modeste niveau, cultivée, donc je croyais un peu connaître le personnage et les circonstances. Quand même de voir l'impact qu'il a eu sur 3 générations de grands auteurs, disons occidentaux, mais y compris les Américains, est assez stupéfiant. Il y a en particulier, je pense, un essai admirable. Les 20 pages suffiraient à nous donner D'Annunzio de Henry James, et pourtant D'Annunzio n'a pas encore donné le D'Annunzio de la guerre. C'est un essai qui est au début je crois, de 1903-1904, parce qu'il a été écrit à 2 phases, où il y a vraiment... c'est très intéressant parce que James, et ça permet d'arriver à la conclusion, répond en l'anticipant à la grande accusation que Thomas Mann, dans le Betrachtungen zum Politischen, qui en français sont traduits par d'un apolitique, oui. Mais c'est un politique, oui, c'est pas la même chose, dira de lui, c'est-à-dire cette vitalité qui va jusqu'à la vulgarité pour vivre à n'importe. Il y a une page terrible sur D'Annunzio, dit cet homme qui veut vivre, mais pour lui vivre, c'est vivre dans l'abjection, alors que notre conception de la civilisation est une conception qui se base sur les valeurs. Et James, en anticipant, sans évidemment la connaître, 10 ans plus tôt, cette page, qui sera la critique de Mann devenant après une sorte de cliché de la vulgarité, et de là la bouffonnerie, la caricature, dit, c'est comme
dans ses œuvres comme s'il y avait une senteur de gaz qui s'échappe d'un tuyau d'échappement qui est désagréable, mais qui vous fait comprendre qu'il faut fermer le gaz, donc qui arrive à temps pour vous signaler le danger, et il trouve que c'est sa grande modernité. Eh bien, je pense que, alors, dans la moyenne, je crois que c'était Monterland qui disait un tiers d'une œuvre disparaît après 50 ans ou 40 ans, un tiers survit à la surface, et si on est un bon écrivain, un tiers reste. Je serais plutôt de l'avis que 2 tiers de grosso modo, comme 2 tiers de Junger ou de Drieu restent, ce qui est une très bonne proportion. Évidemment, c'est un choix personnel. J'ajouterai une chose, 2 choses peut-être qui sont intéressantes pour conclure. D'abord, le rapport de ma génération avec D'Annunzio des très jeunes. Ma génération, donc les gens qui ont 60 ans aujourd'hui, qui lisaient D'Annunzio à 20 ans, dans les années 70, devaient le faire en cachette. Parce que citer D'Annunzio, c'était comme citer les parachutistes du colonel Massu, ou la question, je ne sais pas. C'était absolument, on était typifié dans une certaine catégorie. Ça ne valait d'ailleurs même pas pour Drieu. Drieu ayant une mouvance plus romantique par le suicide, mais D'Annunzio, ça donnait vraiment l'impression d'être bétonné, proto-fasciste et tout. Aujourd'hui, des écrivains de 20 ans, de 25 ans le redécouvrent, s'en inspirent, à leur façon, évidemment, c'est un choix personnel, mais je veux dire qu'il y a un retour, surtout du poète, et un peu du romancier, notamment dans L'Enfant de volupté et Le Feu, qui me semblent des œuvres durables. En revanche, c'est plus difficile en ce qui concerne le théâtre. L'autre jour, j'écoutais sur YouTube une vieille radioscopie de Monterland qui, tout en défendant D'Annunzio, qu'il a défendu jusque dans ses derniers carnets, l'œil perdu, enfin dans des circonstances qui ne sont pas les mêmes, aidant, disait « mais le théâtre, là, en stuc, ça ne vaut strictement rien ». Ce n'est pas vrai. C'est un théâtre du verbe et non de l'action, donc très difficile dans la mise en scène. Là encore, c'est un théâtre des Grecs, mais par exemple, pour n'en prendre un cas, La fille de Iorio a un script qui pourrait être un film néoréaliste de Rossellini ou de De Sica. Donc non, il y a des choses, des pépites qu'on peut trouver dans toute son œuvre, y compris les écrits politiques. De son vivant, quand lui a collaboré au cinéma, c'est évidemment des films muets, dont quelques-uns ont été récupérés par des cinéphiles. Apparemment, j'en ai vu des extraits. Il y a un très beau film de la 12, mais c'est toujours difficile parce que c'est tellement loin de nous, le cinéma muet. En revanche, il a inspiré des cinéastes, dont 2 très grands films de Visconti, L'Innocente, L'Innocent, qui est son dernier film, très beau, un peu figé, mais d'une grande allure, vraiment d'un grand style, et beaucoup moins connu, Vague stelle dell'Orsa, qui a été caviardé en français avec un abominable Sandra, on comprendra pourquoi, et qui est très largement basé sur le dernier roman de D'Annunzio, c'est raté, qui est Fosse che si, fosse che no, avec l'histoire de l'inceste des deux, dans cette villa de Voltaire. Oui, l'inceste est très présent chez D'Annunzio. Et c'est très très beau. C'est un film magnifique. Magnifique. Avec Vagues étoiles de l'ours. Alors, le titre italien n'est pas d'Annunzio, c'est un vers magnifique de Leopardi, Pâles étoiles de l'ours, Vague stelle dell'Orsa. Et c'est le titre donné par Visconti au film, qui donc a cet exergue de Leopardi, mais est très fortement basé sur le roman de D'Annunzio, avec un script quand même un peu différent, contemporain, et c'est une histoire d'aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, années 60. En France, il est devenu Sandra, on ne comprend pas pourquoi, qui est le nom de la protagoniste, qui est un peu court, le moins des choses. Alors, je dirais d'abord qu'il en reste un style très direct et qui a très peu vieilli, sauf dans quelques images comme celles que j'évoquais à propos de Gilles. Et là, je voudrais toujours rappeler que aussi bien Malraux qu'Aragon,
dont référence tout à l'heure, considérait que c'était un écrivain qui avait une parfaite maîtrise du français, disant même que Gide écrivait une langue morte, mais que Drieux écrivait une langue vivante. Alors il n'écrivait pas une langue populaire comme Céline, il n'y avait pas justement une réinvention du langage, mais sa langue est une langue qui vit justement dans la précision et la sobriété. Et donc c'est un écrivain de très grande qualité, surtout quand il est capable de se concentrer. Alors on retrouve ce que vous disiez à propos des femmes. Quand Drieux est dans une solitude absolue parce qu'il est obligé de se cacher, il écrit admirablement parce qu'il prend tout son temps. Il n'est pas dispersé constamment par des rendez-vous, des mondanités. Mais bon, le fait d'être un écrivain qui écrit un français de très grande qualité est une chose d'abord absolument essentielle. Mais c'est surtout qu'il a une absence de préjugés et d'hypocrisie devant la vérité de l'homme. C'est-à-dire que il parle de façon très directe de la sexualité, des luttes de pouvoir, de l'angoisse géopolitique qui peut étreindre les Européens. Il ne parle pas pour ne rien dire, ou pour dire des choses qui nous... Moi, je vois quand je relis des choses qui datent de l'époque de Gide, justement, que j'évoquais à l'époque, à l'instant, où le problème c'est de savoir si les gens vont se convertir au catholicisme ou rester protestants ou l'inverse. J'ai l'impression que je suis dans un autre monde et que tout ça ne me concerne absolument pas. Alors, vous direz que moi j'ai connu la guerre, ce qui est, même tout petit, c'est une expérience qui n'est pas positive, parce que je ne souhaite à personne de connaître ce que j'ai pu connaître, tout simple, d'ailleurs simplement dans les privations et l'humiliation d'avoir les Allemands sous le nez. À un moment donné, avec l'exode, j'étais parti à Saint-Brieuc et les Allemands étaient dans un lycée qui était en face de l'endroit où j'avais trouvé refuge avec ma mère et mon petit frère qui avait 9 ans, et enfin mon grand frère, puisque moi j'en avais 3 ou 4. Donc c'est quelqu'un qui nous met en présence de véritables problèmes et qui les prend à bras-le-corps. Voilà. Par rapport à la sexualité, justement, par exemple, quelqu'un comme Kundera dit c'est effrayant la façon dont le nombre d'écrivains européens qui ne savent pas aborder franchement les problèmes de la sexualité. Avec Drieux, ça n'est absolument pas le cas. Voilà. Et donc, il y a effectivement une espèce d'immédiateté de son œuvre, des meilleures œuvres, hein, parce que les premiers romans, moi je suis un peu réticent, justement L'homme couvert de femmes, encore qu'il y ait de très beaux passages, je dirais pas érotiques, parce que c'est tellement transposé, enfin on comprend très bien de quoi il s'agit, mais ça reste quand même, ça n'a pas le côté direct de la littérature érotique contemporaine qui peut être franchement pornographique. Hein. Enfin, c'est pas Catherine Millet. Enfin, donc je suis pas du tout surpris qu'il y ait des gens plus jeunes de votre génération qui s'intéressent à Drieux. Je vois qu'il y a des rééditions des textes de Drieux qui sont tombés dans le domaine public. Là, il y en a eu une dizaine depuis 3-4 ans. Enfin, et ça, je suis tout à fait frappé par ça. Enfin, je suis très frappé par le fait qu'un jeune éditeur qui n'a pas 30 ans, Thomas Bourdier, et les éditions Le Rouge et le Noir, s'est lancé dans l'aventure de publier Le Récit secret et Mémoires de Dirk Raspe, alors qu'il a très peu d'argent et qu'il est passionné de littérature, il a choisi d'éditer Drieux. Voilà. Donc, je ne parviens pas à... Et puis alors, oui, dernière chose, mais là, on est non plus dans le présent, mais dans le rétrospectif. Drieux est quand même une figure qui a beaucoup compté dans l'entre-deux-guerres.
il a été considéré comme le jeune poète de guerre génial avec son recueil Interrogation de 1917. Et puis, il a participé au mouvement qui animait la vie intellectuelle française de l'entre-deux-guerres. Il a participé au dadaïsme, il était proche à travers Aragon des surréalistes, simplement il n'a jamais aimé les chapelles, et puis il faut dire que la personnalité de Breton devait être passablement exaspérante. Enfin, la façon dont il faisait passer les gens en jugement, il y avait un système soviétique, enfin, parce que, il fallait être au Cyrano, il fallait pas faire telle chose. Le pauvre Artaud, par exemple, qui n'avait que ça pour vivre, Breton considérant que le théâtre était quelque chose de bas et d'ignoble, avec sa petite équipe, a été saboté un spectacle d'Artaud. Enfin, disons qu'il y avait des pratiques surréalistes qui ne lui convenaient pas, mais il a été très proche de ce mouvement. Alors je vois je ne sais plus quelle historienne qui parle des avant-gardes dans l'entre-deux-guerres, elle ne parle pratiquement pas de Drieux. Alors que Philippe Forest, faisant sa biographie d'Aragon, dit l'amitié Aragon-Drieux a probablement été même plus importante que l'amitié Aragon-Breton. Donc il s'agit d'oublier toutes ces... Alors, tout ce qu'on peut lui reprocher politiquement, enfin, une chose dont on n'a pas parlé, moi c'est celle qui me navre le plus parce qu'elle n'a pas d'explication possible. Enfin, là j'explique comment il avait pu se tromper en s'engageant dans la collaboration, ce qui ne veut pas dire qu'il est excusé pour ça, mais on peut très bien comprendre. Mais ce qui est totalement absurde chez lui, c'est son antisémitisme, qui tourne par moments à l'imbécilité. Et même le rapport avec Doriot est assez curieux. Alors, ce qu'il y a, c'est que... Oui, enfin, là, je ne veux pas... oui, ça, on revient. Parce que Doriot, pour lui, c'était... Alors, beaucoup de communistes, pour lui, et de socialistes, étaient des jeunes bourgeois qui étaient finalement des faux socialistes, des faux communistes, parce qu'ils n'étaient pas des ouvriers ou des paysans, c'était des dilettantes bourgeois, même s'ils s'engageaient beaucoup. Alors que Doriot, c'était un fils d'ouvrier, ouvrier, maire de Saint-Denis, et Doriot, je vous rappelle, a failli être mis à la tête du Parti communiste français. Seulement, c'est Torres qui a été choisi, parce que Torres avait les chines souples, et le Kremlin ne voulait surtout pas que le Parti communiste français soit dirigé par quelqu'un qui aurait des visions d'indépendance, comme Tito en Yougoslavie. Enfin, donc alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a la vulgarité de Doriot, ses insuffisances, tout ce qu'on sait depuis, enfin, qui aurait dû l'écarter du personnage. Mais... Enfin, il n'est pas comme Malraux qui a trouvé son De Gaulle. Oui. Il n'a pas trouvé son homme. Alors il l'a inventé dans L'Homme à cheval. Mais évidemment, il s'est lourdement trompé dans ses choix politiques en France. Il y a une tendance, pendant longtemps, pour ceux qui se sont occupés de ce cas, à en voir seulement un phénomène de proto-fascisme, à la rigueur comparable au corps franc, des choses de ce genre, ou au putsch et tout ça. Puis il y a une autre vague qui a exaspéré les aspects libertaires, et près-mai 68 presque. Il y a les deux coexistent, et jusqu'à un certain moment, le pouvoir du commandant, donc de commandante, a été d'utiliser, selon les moments, comme des robinets d'eau chaude et froide, un aspect ou l'autre, un groupe. Je distingue donc les fumains des fumistes, parce qu'il y a ceux qui veulent justement l'utopie, le dérèglement de sens. Il y a une composante érotique et homo-érotique très, très, très forte, très développée chez certains. Il y a le goût également des drogues qui se diffusent et tout cela. Mais à côté de cela, il y a Fiume et des notables qui restent, qui sont encore là, qui préparent l'après. Et donc quelques-uns iront vers le fascisme et une politique fortement anti-yougoslave, et d'autres seront au contraire des libertaires, comme Alceste de Ambris, qui fait la constitution de Fiume et qui vient mourir exilé antifasciste en France et représentant de la Ligue des droits de l'homme. Donc c'était extrêmement malaisé. J'espère avoir fait, je serai
heureux, si on pouvait me donner l'impression d'y être réussi, faire un parcours en 80 pages, parce que pour tenir l'équilibre général d'un livre déjà long, de ces 500 jours, où on a vu tout et qui pouvait à la fin représenter quelque chose d'encore plus important, et Danoutze s'en serait mieux sorti, mais son narcissisme exaspéré et son manque total de flair politique a fait en sorte qu'il s'enferre dans une dernière tranchée où il n'avait aucune chance d'en sortir. Et encore heureux qu'il s'en soit sorti, parce que à ce moment-là, vraiment, je suis assez convaincu qu'on voulait s'en débarrasser.